Je passe maintenant la parole à la professeure Monique Chemillé-Gendreau, qui va nous parler des auteurs de génocide et de la difficulté de démêler ce qui est individuel de ce qui est collectif. La professeure Chemillé-Gendreau est professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'université Paris-Cité, anciennement Paris Diderot. Elle a participé à diverses procédures devant des tribunaux arbitraux et devant la Cour internationale de justice, ainsi que d'autres. Elle a travaillé sur d'autres différents internationaux, en particulier en Afrique, en Asie et comme consultante auprès de l'UNESCO. La professeure Chemillé-Gendreau est intervenue devant la Cour internationale de justice le 2 mai 2025, c'est tout récent, au nom de l'Organisation de la coopération islamique dans le cadre des auditions publiques organisées en réponse à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU visant à obtenir un avis consultatif sur, je cite, les obligations d'Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l'Organisation des Nations Unies, d'autres organisations internationales et d'États tiers. Elle a notamment publié, je cite simplement son dernier ouvrage, paru en 2025 chez Textuel, « Rendre impossible un État palestinien, l'objectif d'Israël depuis sa création ». Elle a été membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine, dont les travaux ont été présentés le 4 mars 2009. Elle est membre du tribunal permanent des peuples et a participé à la création en mai 1993 de l'Association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde. Professeur Chemillé-Gendreau, la parole est à vous. Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion de venir parler ici des auteurs du génocide. Le génocide, c'est la négation du droit à l'existence de groupes humains identifiables. Il est un crime de masse qui révèle jusqu'où peut aller la folie des humains. Déterminer quels en sont les auteurs est une démarche ardue dans la mesure où il n'y a pas de génocide sans que le corps social qui le produit ne soit un corps malade, si ce n'est dans la totalité de ses membres, au moins dans une partie extrêmement importante d'entre eux. Ainsi, n'y a-t-il pas de génocide sans qu'un nombre incommensurable de personnes dans une société n'y ait pris une part directe ou indirecte. Cela peut être par des actes, par des paroles ou par omission. Mais le droit ne connaît pas l'incommensurable. Il est dans le mesurable. Il doit nommer les responsables et indiquer pour chacun leur part de responsabilité. Et les systèmes juridiques sont à la peine pour identifier les auteurs de génocide de manière à les poursuivre et à les sanctionner. Je discuterai de cette question en 4 points. Dans un premier point, j'évoquerai le cadre juridique imposé par le droit positif et les limites qu'il se donne à lui-même. Je traiterai ensuite successivement, dans un deuxième et un troisième point, de la question des auteurs individuels et de celle des auteurs collectifs, mais ayant alors montré l'inadaptation de cette division, je consacrerai un dernier point aux auteurs fantômes du génocide et je montrerai comment la question des auteurs du génocide, mettant en cause l'humanité dans sa structure, pose une question politique autant que juridique. Alors, le cadre juridique imposé par le droit positif. Le génocide a été invoqué pour décrire des situations de crimes de masse de très nombreuses fois dans l'histoire. Ça a été rappelé ici, génocide arménien, génocide des Héréros en Namibie sous colonisation allemande et bien d'autres. Il n'a commencé à être désigné et encadré juridiquement qu'après la Seconde Guerre mondiale avec la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Les actes qui le constituent sont énoncés dans cette convention qui a été reprise par le statut de la Cour pénale internationale. Il est possible alors de rechercher quelles sont les personnes physiques ou les personnes morales
auxquels ces actes sont attribuables. La Convention définit les actes en 2 temps. À son article 2, après avoir énoncé les 2 conditions déterminantes du génocide, elle énumère les actes constitutifs en 5 points. Le génocide s'entend donc de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, c'est la première condition. Un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, c'est la seconde condition. Suivent les actes, meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Mais la Convention ajoute à son article 3 seront punis les actes suivants. Donc il y a 2 sortes d'actes. Le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide, la complicité dans le génocide. Cette définition est plus étroite que celle prise en compte par les premiers penseurs du génocide, notamment par Lemkin. Et sa lecture révèle d'emblée la difficulté. En effet, les actes ici listés à l'article 2 sont nécessairement des actes individuels qui seront appelés actes génocidaires. Mais la plupart d'entre eux ne peuvent être accomplis par un individu isolé, ce que confirment les termes de l'article 3 qui évoquent l'entente, l'incitation, la complicité, c'est-à-dire des actions collectives. Et il faut souligner certaines restrictions découlant de ce cadre juridique. Ça a été déjà rappelé ici, les groupes victimes de génocide sont énumérés par la Convention de manière limitative. De ce fait, l'intention de détruire en tout ou en partie, par exemple, une minorité sexuelle ou un groupe politique, ne peuvent pas être qualifiés de génocide. Par ailleurs, l'incitation à commettre ce crime, qui fait partie des actes qui doivent être poursuivis, a été limitée par la jurisprudence à une incitation publique et directe, comprise assez étroitement. Toutefois, cette convention de 1948 a été un premier pas dans la prise en compte juridique du génocide et elle a ouvert la compétence de la Cour internationale de justice pour en juger. Celle-ci a eu à se prononcer sur le génocide dans plusieurs affaires et d'autres sont en cours. Ensuite, la création des tribunaux internationaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda en 1993 et 1994, suivie de celle de la Cour pénale internationale en 2000, ont servi d'accélérateur. Ces juridictions ne jugent que des individus. Elles ont le pouvoir de les sanctionner pénalement, mais elles le font sur les principes de la légalité et de l'individualité des peines. Cela conduit à des politiques pénales assez restrictives, même s'il y a des exceptions. Mais c'est la marque du droit pénal en général, parce que le droit pénal met en jeu le destin des individus, qui peuvent être condamnés à des peines privatives de liberté. Ce droit est assorti de conditions strictes. Pour ce qui est des collectivités ou personnes morales, les juridictions nationales de certains pays peuvent les poursuivre et les juger, mais le droit international pénal, lui, ne s'applique pas à l'encontre d'entités collectives. Toutefois, ces dernières étant inévitablement impliquées, cette limitation fait l'objet de contournements divers. Aussi, toute mise en cause judiciaire des uns, les individus, sans mise en cause des autres, les collectifs, et vice-versa, est nécessairement incomplète, à tel point que de nombreux auteurs considèrent que le génocide ne peut être qu'un crime collectif. Je vais commencer cependant par la question des auteurs individuels. Il n'y a pas de génocide sans des actes individuels. Toutefois, les actes génocidaires se situent sur une gamme étendue et rares sont ceux qui ne s'inscrivent pas plus ou moins étroitement dans un projet collectif. Alors partons du plus simple. Un individu isolé, commettant un acte unique, peut-il être reconnu coupable de génocide? La réponse théorique est oui, s'il remplit les conditions posées par la définition du génocide, c'est-à-dire s'il vise intentionnellement, première condition, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, deuxième condition.
Et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a admis parfois qu'il pouvait y avoir un génocidaire isolé. Alors, je ne cite pas ici toutes les références jurisprudentielles parce que ça alourdirait mon propos, elles seront évidemment dans mon texte écrit. La Cour internationale de justice s'est montrée plus réservée à l'égard du génocidaire isolé dans l'affaire Croatie-Serbie. Il est vrai que dès lors que la définition vise la destruction de certains groupes en tout ou en partie, la partie peut être réduite à l'unité et l'acte être cependant un génocide. On constatera alors que des actes mentionnés dans cette définition comme actes génocidaires, seul le meurtre peut être effectué par un individu isolé, si toutefois les autres conditions de cible et d'intention sont réunies. Mais on conviendra que l'hypothèse est fortement théorique. Et notons aussi que le crime ne sera alors réalisé que partiellement, car l'échelle individuelle n'est pas celle permettant la réalisation du crime dans sa nature même. D'ailleurs, c'est devant cette difficulté que les auteurs des éléments de crime rédigés par l'Assemblée des États parties au statut de la Cour pénale internationale ont en 2002 introduit à propos du crime de génocide, et cela pour tous les faits constitutifs de ce crime, un élément qui n'est pas dans la définition donnée par la Convention de 1948. Cet élément est le suivant. Le comportement s'est inscrit dans le cadre d'une série manifeste de comportements analogues dirigés contre son groupe ou pouvait en lui-même produire une telle destruction. C'est ainsi que le droit pénal international va, en condamnant certains individus alors qu'ils agissaient pour des groupes, atteindre indirectement des collectifs. Tel est le cas de toutes les situations où le crime est commis par une personne n'agissant pas en son nom personnel, mais comme représentant d'un État, ou celle où le criminel a agi comme exécutant, placé sous des ordres qui lui ont été intimés, avec un accompagnement de contraintes. Alors, je les examine ici comme actes individuels, puisqu'ils sont jugés comme tels. J'observe toutefois que cette qualification ne rend pas compte de la vraie nature de ces actes. Ainsi en va-t-il des représentants et agents de l'État qui sont en position d'autorité. Ils agissent sans doute au nom de l'État, mais parce qu'ils en ont été le bras, ils en sont tenus pour personnellement responsables. Le principe en a été posé par le tribunal de Nuremberg dans une phrase célèbre « Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent les crimes dont la répression s'impose comme sanction du droit international. » Leur position dans l'appareil d'État, y compris lorsqu'ils en occupent le sommet, ne les exonère pas, car en droit pénal, les immunités de juridiction attachées aux fonctions étatiques ne sont pas reconnues en droit pénal international. Cette position d'autorité est même considérée par la jurisprudence comme une circonstance aggravante. Ils sont considérés comme les principaux responsables du crime. Et cela vaut pour tous les agents participant à l'autorité publique. Mais la répression de tel ou tel de ces représentants de l'État laisse entière la question de la répression du collectif. Alors qu'en est-il de l'omission ? Un agent en position d'autorité peut-il être tenu pour responsable du crime de génocide pour ne l'avoir pas empêché ? Si la réponse de principe est oui, l'évolution du droit vise à rétrécir cette responsabilité. Le défaut de prévention et de répression d'actes commis par d'autres doit être établi et il faut que la personne en position de commandement, de jure ou de facto, ait disposé d'un véritable pouvoir de contrôle. Il faut aussi que la connaissance du risque du crime puisse être démontrée. C'est ainsi que dans le génocide rwandais, le tribunal a condamné ou acquitté certains prévenus en fonction de la réalité ou de l'absence de réalité de leur contrôle effectif sur les subalternes. Pour ce qui est des simples exécutants, les ordres qu'ils reçoivent concernant les actes génocidaires sont illégaux par eux-mêmes. Le subordonné doit donc refuser de s'y plier. Toutefois, sa responsabilité est atténuée et il peut même en être exonéré s'il peut démontrer qu'il a agi sous la contrainte. Cette exonération de responsabilité est explicitement admise par le statut de la Cour pénale internationale à l'article 3, 31, 1d. Alors j'en viens maintenant
aux acteurs collectifs. La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide a intégré la notion d'entente en vue de commettre le génocide. Devant les tribunaux pénaux internationaux, dont les statuts ne prévoient pas cette hypothèse, la notion d'entreprise criminelle commune, qui fait bien apparaître un collectif, a été réintroduite comme règle d'origine coutumière, permettant d'appréhender la responsabilité de ceux qui ont partagé ce but commun. L'affaire Tarditch a été décisive à cet égard. La Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a estimé que la plupart de ces crimes ne sont pas la propension d'individus isolés à commettre des actes criminels, mais sont les manifestations de comportements criminels collectifs. Cette notion a été utilisée aussi à l'occasion du génocide rwandais pour désigner la destruction des Tutsis au Rwanda, et il n'est pas nécessaire qu'il y ait une structure administrative ou militaire. La Cour pénale internationale n'a pas prévu dans son statut cette entreprise criminelle commune, mais à l'article 25.3d, le crime peut avoir été commis par un groupe de personnes agissant de concert. C'est la coaction dans un plan commun qui est ainsi utilisée par la jurisprudence. Cette coaction doit être distinguée de la complicité. Cette dernière est au cœur de plusieurs affaires. Bien que les textes fondateurs ne la définissent pas, on considère que la complicité engage la responsabilité d'un individu qui s'associe à un crime sans accomplir personnellement les éléments constitutifs du dit crime. Elle est donc différente de l'entreprise criminelle commune, en ce sens que le complice ne participe pas à la commission du crime. Il s'agit d'une responsabilité accessoire. Et il faut que les actes principaux aient été prouvés pour que la responsabilité du complice puisse être engagée. Et la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda a précisé les 3 formes que peut prendre la complicité: par fourniture de moyens, par aide ou assistance sciemment fournie, ou par instigation. Dans ce cas, l'aide matérielle à la commission du crime n'est pas nécessaire pour identifier la complicité. Alors, si nous en venons maintenant aux personnes morales pouvant être reconnues comme auteurs de génocide, nous constatons qu'il n'y a pas de responsabilité pénale des États en droit international. Celle-ci reste possible devant certaines juridictions internes, mais elle ne l'est pas devant les juridictions internationales. Les États ne peuvent donc être impliqués judiciairement pour génocide en droit international que dans le cas limité prévu par la Convention de 1948, avec la possibilité de saisine de la Cour internationale de justice. Mais je rappelle ici que cette Cour, qui est l'organe judiciaire des Nations Unies, n'est pas une cour pénale, mais une cour civile. Structurellement, elle ne peut juger que les États. Échappent donc à sa juridiction les acteurs collectifs non étatiques. Leur rôle n'est pourtant pas négligeable dans les génocides. Milices armées, groupes paramilitaires, entreprises nationales ou multinationales, partis politiques, organes d'information. Ils sont nombreux, ces collectifs, dont nous savons dans l'histoire passée des génocides quel a été leur rôle. Sur la base de cette compétence étroite, la Cour internationale de justice a, dans les affaires qu'elle a eu à trancher jusqu'ici sur le génocide, fait preuve d'une extrême prudence. Alors, il est vrai qu'elle a reconnu, dans son arrêt de 2007, Bosnie contre Serbie et Monténégro, qu'un État avait l'obligation de ne pas commettre un génocide. Il peut paraître étrange de considérer cela comme un apport positif, mais il est vrai que la Convention n'avait pas explicité cet interdit. Mais la Cour a posé des exigences qui ont réduit le champ des cas dans lesquels le crime de génocide peut être imputé à un collectif, ici un État. En effet, dans l'arrêt de 2007, elle exige la preuve que l'État ait eu un contrôle effectif sur ses agents, que ceux-ci aient été dans sa dépendance totale. N'ayant pas constaté l'existence de ce contrôle effectif par la Serbie, la Cour a permis à cet État d'échapper à l'imputation de génocide. Elle a seulement reconnu que la Serbie avait failli à son obligation de prévenir le génocide. Elle s'éloigne ainsi de la jurisprudence des juridictions pénales
qui avait admis dès l'affaire Tadjik que la responsabilité pouvait être établie simplement à partir d'un contrôle global, notion moins exigeante que le contrôle effectif. Notons que les crimes de génocide peuvent être imputés 2 fois, c'est la double attribution. Ils sont à la fois des crimes individuels punis pénalement et des crimes collectifs pour lesquels la responsabilité d'un État peut être reconnue. Mais vous le voyez, la montée en puissance du droit positif, qui est réelle, est loin d'avoir clarifié la question des auteurs. J'en viens maintenant à ce que j'appelle les auteurs fantômes du génocide, ou plutôt à ce que ce crime nous dit de nous-mêmes. Le droit positif laisse un fort sentiment d'inachevé. D'une part, les auteurs individuels poursuivis et inculpés ne représentent qu'une infime partie de tous ceux sans lesquels le génocide n'aurait pas été possible. D'autre part, les auteurs collectifs impliqués sont essentiellement les États, et ils ne le sont que dans des conditions très restrictives. Or, la maladie sociale qui conduit à l'accomplissement du génocide imprègne la société, et elle est propagée par de multiples canaux que le droit n'appréhende pas. La notion d'organisation criminelle n'est pas suffisante compte tenu des conditions d'application individuelle du droit pénal international. Elle laisse non réglée la difficulté à appréhender dans une même procédure tous ceux ayant appartenu à ce type d'organisation pour les poursuivre et les sanctionner. Notre collègue Raphaël Nollès-Goldbach suggère de s'inspirer des procès pénaux internationaux fondateurs, qui ont été ceux de Nuremberg et de Tokyo, dans lesquels plusieurs dizaines d'accusés étaient jugés en même temps, ou des maxi-procès de la mafia italienne. Il est vrai que dans le procès de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, jugée en 1986 et 1987, ou de celui de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, qui s'est tenu récemment dans un tribunal bunkérisé spécialement, il a été possible de juger une organisation criminelle à travers ses membres liés par un même dessein criminel et non plus une suite de crimes particuliers. C'est ainsi que le procès de la mafia calabraise s'est achevé par les condamnations de 211 personnes parmi les 321 inculpés. Ces procès seraient sans doute plus adaptés à la répression du génocide, car celui-ci ne se commet qu'en groupe. Mais il n'en demeure pas moins que le principe de l'individualité de la peine oblige en droit à ne faire payer à chacun que ce qu'il a fait de son chef. On passe alors à côté de la part collective. Car c'est la globalité qui caractérise le génocide, cette globalité qui suppose une coordination dans l'action. Comme l'a analysé Karin Wurtz dans un article déjà ancien, le génocidaire a la connaissance, au moins rudimentaire, que d'autres crimes ont lieu ailleurs. C'est en cela que l'acte génocidaire n'est jamais complètement individuel. Cet ailleurs est une forme d'organisation qui peut être spontanée comme une foule ou organisée comme un parti ou une milice. Mais la présence de cette forme d'organisation a pour conséquence que le génocidaire a toutes les raisons de supposer que d'autres que lui sont en train de commettre le même crime. Et ce renvoi à supposer à d'autres crimes est un élément constituant du crime particulier. Chaque acte de génocide est lié de façon structurelle à tous les autres. Le génocide est donc plus que l'addition des actes particuliers. Il est un crime global mené par un groupe qui se constitue par tous ceux qui prennent l'initiative de participer à des actes de génocide ou qui les approuvent. Cette nature particulière du génocide donne toute son importance au contexte. Et bien que le droit pénal international ait commencé à prendre en considération ce contexte, il n'est pas armé pour l'appréhender totalement. Car le contexte n'est pas seulement celui d'un projet de l'État ou d'une entité précise. Il est le contexte idéologique,
la manière insidieuse par laquelle une société s'habitue à stigmatiser un groupe. Jean Hatzfeld rappelait dernièrement dans une interview dans Le Monde comment pendant 10 ou 20 ans, avant la Shoah ou avant le génocide des Tutsis au Rwanda, s'était installée l'idée qu'une communauté était de trop dans la société concernée. Et il ajoutait, je le cite, « Cela est répété dans les discours politiques, dans les émissions, les blagues de café, les pièces de théâtre, partout et tout le temps. » Cela sonne comme un terrible avertissement à nos sociétés européennes où s'est installée peu à peu une stigmatisation acceptée des populations immigrées et plus particulièrement musulmanes. Cette pénétration rampante dans la société de l'idéologie de discrimination et de stigmatisation qui fait le lit du génocide rend impossible la poursuite et l'inculpation de tous ceux qui y participent comme auteurs du crime. Je me souviens que Pierre Vidal-Naquet disait que le génocide était un crime impensable. Il l'est en effet, comme l'est pour un individu l'acte de se sectionner soi-même un bras ou une jambe. Car l'humanité n'est elle-même que dans le respect de tous les groupes différenciés qui la composent. Et le génocide, projet de suppression de l'un de ces groupes, est la réalisation d'une automutilation de l'humanité. Le droit, face à cela, est mal armé. Il fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a, et nous devons bien sûr les utiliser et tenter de les améliorer si possible, mais restons lucides, la lutte contre le crime de génocide est principalement une lutte politique. À cet égard, le pas en avant qu'il nous revient de faire concerne précisément l'humanité. Celle-ci a commencé à exister dans un embryon de conscience sociale avec l'idée défensive qu'il fallait la protéger contre les crimes qui la menaçaient. Et la responsabilité pénale qui découle de cette innovation est de nature cosmopolitique, dans la mesure où elle met l'individu poursuivi face à ses juges internationaux en enjambant la justice de son pays. Il faut maintenant appréhender l'humanité comme un projet positif, celui de cette communauté universelle fondée sur l'existence de tous les groupes différenciés qui la composent, aucun ne pouvant être attaqué sans qu'elle ne soit altérée en elle-même. Nous avons là l'embryon d'une communauté solidaire en devenir. La répression juridique du génocide, pour imparfaite qu'elle soit, ouvre ce chemin. Je vous remercie de votre attention.